Bonjour et bienvenue une nouvelle fois donc sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui vise à démontrer que l'humanité dans sa totalité, dans son ensemble, l'ensemble humain, travaille sans le savoir pour l'instant encore, à construire la perfection, un état de perfection. Alors sur mon site mécaniqueuniverselle.net, je parle d'ultime perfection parce que pour moi, l'humanité est toujours parfaite au présent tout en étant perfectible. Elle est parfaite là parce qu'elle ne peut pas être autre chose que ce qu'elle est. Mais elle est perfectible parce qu'elle sera mieux dans un siècle, etc., etc. Et jusqu'au moment où elle atteindra une perfection indépassable, un état de perfection où elle aura plus besoin véritablement d'évoluer, elle pourra jubiler, jouir de cet état de perfection. C'est pour nos futurs descendants. Il faudra quelques siècles encore d'évolution, mais nous avons fait la plus grande partie du chemin entre le moment où nous sommes séparés des autres primates et aujourd'hui, on peut mesurer la distance qu'on a réalisée en somme. Alors, pour démontrer cette théorie, je m'appuie sur des audios de temps en temps, assez souvent, ou sur des livres, ou sur des ouvrages, ou sur des podcasts, bien souvent sur France Culture, et sur une émission que j'apprécie beaucoup qui s'appelle Avec Philosophie. Et là, c'est ce que je suis en train de faire à partir d'une série qui est consacrée à Nietzsche, au Gai Savoir, au livre Le Gai Savoir. Donc c'est le deuxième épisode et la deuxième vidéo du deuxième épisode. Donc en général, je lance les vidéos. Le podcast, et puis je commente, je digresse, ça me permet, je prends simplement appui sur ces vidéos pour préciser ma théorie, et en même temps pour me cultiver, parce que c'est des pointures, quoi, les universitaires, les profs de philo ou les philosophes qui parlent, qui interviennent, c'est un niveau qui est génial, quoi. Ils ont une pédagogie, un système, une façon de présenter ce qu'ils connaissent, une fluidité d'esprit qui est non seulement viable par quelqu'un comme moi qui est à l'opposé de tout ça, mais c'est vraiment très très enrichissant. Et là, je découvre vraiment la profondeur de Nietzsche grâce justement à cet intervenant de l'épisode 2 qui s'appelle Yanis Constantinides et qui est professeur d'humanité moderne à l'école Boulle des métiers d'art et du design. Alors ça, c'est vraiment, je pense qu'ils doivent se régaler les élèves de ce professeur, parce que sa façon de parler, sa façon de comprendre Nietzsche, c'est la première fois qu'il me permet de comprendre à quel point je me suis planté dans mes intuitions sur les intentions, sur la profondeur, sur le travail de Nietzsche. Voilà. Et donc, tout ça parce que je ne l'ai pas lu, et que je l'ai juste picoré comme ça à droite à gauche, et c'est vrai que ce n'est pas suffisant. Bon, on va continuer dans ce sens parce que c'est ma seule capacité. Alors, j'en profite pour vous dire que si vous pensez que ces vidéos ont un peu d'intérêt universel, c'est-à-dire que c'est intéressant que les visiteurs qui passent sur YouTube commencent à s'interroger à ce pourquoi l'humanité évolue, où elle va, quel est le sens de cette évolution, est-ce qu'il y a un sens à cette évolution, et puis surtout l'intérêt pour les êtres humains de commencer à comprendre que nous avons un sens, que nos vies ne sont pas insensées, que c'est pas
comme ça, un passage fulgurant au cours des milliards d'années qui constituent l'univers, et que ça n'a aucun intérêt. Non, il y a quelque chose qui est majeur dans le fait d'apparaître à la vie et de vivre et de donner toutes nos secondes de vie à cette évolution vers la perfection. Parce qu'on ne fait que ça en réalité. En pensant agir pour nous-mêmes, pour notre clan, pour notre famille, pour notre groupe, pour notre village, pour notre nation, pour notre communauté, eh bien en réalité, on travaille pour l'humanité dans son ensemble, pour construire cet état de perfection pour l'humanité. C'est mon point de vue, c'est le point de vue que je défends. Alors, et puis je rajoute que justement Pierre, qui est venu un petit peu m'aider à organiser le site, m'a proposé de faire une sorte de petite cagnotte, un espace de don, il y est sous toutes les vidéos, pour faire évoluer justement le site Mécanique Universelle, pour le rendre plus fluide, plus où les gens peuvent laisser des messages, etc. Donc, il faudra que je trouve des personnes capables de fabriquer un site comme ça, un site international, il l'est déjà, mais qui peut justement permettre aux gens de laisser des commentaires, et puis voilà. Y a ça, et puis je voudrais essayer de faire résumer, moi j'en suis pas capable de faire résumer la mécanique universelle, et d'en extraire un petit bouquin d'une centaine de pages, et un résumé papier pour que ça puisse être publié. Et en fait, ce site, il s'est construit de façon intuitive. Moi, j'ai même pas je me suis arrêté en 6e, donc j'ai pas les structures, j'ai pas construit les structures mentales pour rédiger, pour organiser, pour fabriquer un livre, quoi, un essai classique. Donc il faudra que je fasse appel à des spécialistes pour ça. Et puis il y a d'autres choses, il y a les rencontres philosophiques et spirituelles de Montfaucon. J'ai déjà créé l'association, mais j'aimerais bien pouvoir mettre ça en place. Ça fait des années que j'y pense, et voilà, organiser des rencontres comme ça, faire venir des sages de toutes les religions, des divers courants philosophiques, mais qui s'intéressent à l'universel, qui s'intéressent à cette vision un peu œcuménique, on pourrait dire, ou de cette vision bienveillante des choses. Et enfin, voilà, mais même s'il y a des contradictions, des choses comme ça, mais voilà, faire venir des soufis, des moines bouddhistes, des sages de toutes les religions, ils existent, et puis des sociétés traditionnelles. Voilà, et pouvoir écouter ces gens, comprendre comment ce qu'ils proposent justement pour une humanité paisible, etc. Donc ça demande beaucoup de choses, et moi je ne me sens pas vraiment capable d'organiser ce genre de choses. D'ailleurs, si vous sentez, si vous avez envie de participer à ce genre de choses pour le site, pour développer l'espace YouTube, pour développer le site Mécanique Universelle, pour organiser, ou même pour animer des séminaires ou des choses comme ça sur des philosophes, ou sur voilà, des idées un peu comme ça qui seraient en lien avec la mécanique universelle, eh bien vous êtes les bienvenus, il suffit de me... Voilà. Alors en dessous, il y aura donc un appel aux dons qui a été réalisé, et voilà, si ça vous intéresse, vous pouvez cliquer sur le lien. Sous toutes les vidéos, j'essaierai d'y penser
de mettre ce lien. Et sinon, il est en haut de la page d'accueil du site YouTube. Donc, quand on arrive sur YouTube, en général, il y a ce renvoi vers le don. Voilà, alors je lance et on Yannis digresse. Constantinides, mais un mot quand même, comment vous expliquez qu'on a cette idée-là de la définition humaine chez Nietzsche ? Nietzsche est passé très tôt pour un individualiste forcené, pour une sorte d'apôtre de l'individu absolu, qui se libérait, alors c'est tout l'aspect immoraliste chez Nietzsche qui explique peut-être cette erreur, qui se libérait du passé, qui se libérait des valeurs, des jugements de valeurs par exemple. Les anarchistes réclament Nietzsche par exemple. On a même Nietzsche dans des vocabulaires d'anarchisme, de manière contresens absolue, puisque Nietzsche a beaucoup critiqué l'anarchisme évidemment, et son côté notamment grégaire justement. Mais il y a une vision, je dirais, totalement fausse, inexacte de Nietzsche comme libérateur de l'individu. Grégaire, dans l'anarchisme, la logique, elle est d'amener à la liberté absolue, il me semble. C'est-à-dire que l'individu soit totalement libre, mais pas un individu libre qui ne s'affirme plus aux dépens d'autrui, qui vit sa propre liberté sans qu'elle impacte qui que ce soit autour. Enfin, c'est comme ça que je pense. Parce que beaucoup de jeunes gens, notamment, lisent Nietzsche comme un professeur de liberté, disait Overbeck, déjà l'ami de Nietzsche, le grand ami de Nietzsche, qui est allé le recueillir quand Nietzsche est devenu fou. Cette idée c'est un maître en liberté, Nietzsche. Bon, il a raison, mais c'est pas de la liberté. Alors, devenu fou, c'est pareil. J'avais pas entendu toute cette partie-là. J'ai picoré un petit peu dans la nuit cet audio. Moi, je dirais pas devenu fou, de partir dans une sorte de mutisme. Peut-être qu'il est tombé dans un état d'extase finalement, sur lequel je dis que l'humanité va vers l'extase. Et peut-être que c'est son dernier moment, et c'est au moins ce que je lui souhaite, que ça a été un moment de sérénité intérieure, d'équilibre, de calme, de non-agitation mentale, de vide mental en fait. Après ces années où c'était que le mental qui était à l'œuvre globalement, et la souffrance. Donc, je dirais plutôt ça. Liberté individuelle, ce n'est pas de l'autonomie, ce n'est pas le self-made man que vous évoquiez tout à l'heure. C'est quoi comme type de liberté ? C'est une liberté qui est conquise et qui n'est pas une liberté en rupture. Voilà, comme le serait le liberté individualiste de faire table rase du passé, commencer une nouvelle lignée. Pour Nietzsche, il est littéralement impossible de prétendre être au début d'une lignée. Ça n'a pas de sens puisqu'on est, qu'on le veuille ou non, les héritiers du passé. La différence, c'est est-ce qu'on assume cet héritage ou est-ce qu'on le subit sans le savoir ? Voilà, est-ce qu'on est les jouets finalement du passé alors qu'on se croit libre ? Donc, Nietzsche est aux antipodes, pour donner un repère simple, de l'autonomie au sens kantien. L'autonomie qui implique la responsabilité individuelle, c'est-à-dire l'idée que je suis à l'origine de mes actes. Pour Nietzsche, c'est une bêtise, puisque... De toute façon, il trouve qu'à part lui-même, les philosophes se trompent. Il faut le dire, Platon, Schopenhauer, Kant, dans le Gai Savoir, chacun en prend pour son grade. Il se trompe notamment sur le corps. Alors, je ferai une exception pour Platon, parce que j'ai beaucoup étudié cette question. Nietzsche est opposé au platonisme et pas à l'homme Platon. Il fait toujours cette distinction importante. Il admire beaucoup Platon. Il voit dans Platon un législateur de l'avenir. Et s'inspire de Platon dans cette idée. C'est le même projet que Platon. Enfin, j'essaie de montrer ça dans des vieux écrits. C'est l'idée d'élever une humanité en envisageant les conditions de réussite jusque-là. C'est essayer de reproduire, je dis pas à large échelle, c'est pas une production industrielle du surhumain, mais d'essayer de produire, de ne pas laisser le hasard décider de Mathilda ou du surhumain, mais essayer de projeter une humanité supérieure. Projeter une humanité supérieure. Et c'est un peu ce que Platon cherchait aussi dans son éducation. D'innombrables choses que l'humanité s'est appropriées à ces stades antérieurs, mais sous une forme si faible et embryonnaire que nul ne pouvait percevoir qu'elles se les étaient appropriées, viennent soudain au jour, longtemps après, peut-être après des siècles. Durant l'intervalle, elles se sont fortifiées et ont mûri. Bien des époques et bien des hommes
semblent totalement dépourvus de tel ou tel talent, de telle ou telle vertu. Mais qu'on attende seulement leurs petits-enfants et leurs arrière-petits-enfants, si on a le temps d'attendre, ils feront apparaître au soleil ce que leurs grands-parents portaient en eux, ce qu'ils portaient en eux sans le savoir encore. Incroyable, parce que c'est exact, j'avais jamais percuté à quel point la mécanique universelle est proche de ça et à quel point je pense que oui, je voyais Nietzsche comme quelqu'un qui a compris que l'humanité va vers sa perfection, mais qui redoute ce que les religieux proposent comme perfection, ce que le système propose comme perfection, soit une perfection libérale, soit technique ou je sais pas, soit une perfection spirituelle, mais et ça c'est ce qu'ils refusent. Mais là, on voit bien que il parle des petits-enfants, des petits-petits-enfants qui vont réaliser ce quelque chose qui était déjà embryonnaire et qui se réalisait sans le savoir. Mais les petits-enfants de cela, c'est nous, on en fait partie. Et on ne le sait toujours pas, ce qu'on réalise en réalité. Et c'est tout le travail, là, l'intérêt de l'arrivée de la mécanique universelle. C'est dire maintenant, on peut commencer à prendre conscience de ce qu'on réalise inconsciemment. Et ça changera tout dans notre évolution. Mais il faut pouvoir déterminer pourquoi l'humanité va vers cet état de perfection. Qu'est-ce que c'est que cet état de perfection? L'IA, les ordinateurs, la puissance de calcul des ordinateurs va le démontrer. Hein. C'est quelque chose qui est très proche de nous. On a le passé, on a l'histoire, on a l'accumulation des connaissances, on a les instruments, l'IA, et puis qui va encore évoluer, etc. Les ordinateurs quantiques qui sont en train d'être faits et qui vont pouvoir accumuler l'ensemble de nos connaissances pour dire, ben voilà, entre le moment où nous nous sommes séparés des autres primates et aujourd'hui, nous avons tracé une ligne comme ça et on développe toujours les mêmes choses. La maîtrise du comportement, la maîtrise de l'environnement, la maîtrise du questionnement. Et si on continue dans cette voie, on atteint cet état. Alors, est-ce que l'humanité acceptera de dire c'est un état où c'est comme ça et donc on y travaille de façon consciente au lieu de le réaliser de façon inconsciente comme on le fait depuis tout le temps? Souvent, le fils est déjà le révélateur de son père. Celui-ci se comprend mieux lui-même à partir du moment où il a un fils. Non, mais chaque phrase, c'est une pure merveille de conscience. Parce que c'est clair que c'est ça. Les générations, c'est ce que j'ai écrit, mais je l'ai écrit sans avoir écouté Nietzsche, mais c'est parce que c'est une obligation de penser comme ça, en fait. C'est une logique. Chaque génération est plus intelligente que la précédente, et plus consciente, etc. Elle a des qualités bien plus supérieures, tout simplement parce qu'elle hérite de tout le passé, de celui du père et de la mère, et des parents en gros, et de la génération qui l'a construit, plus sa propre créativité. Et donc voilà. Nous avons tous en nous des jardins et des plantations cachées. Et, pour utiliser une autre image, nous sommes tous des volcans en formation qui connaîtront leur heure d'éruption. Mais celle-ci est-elle proche ou est-elle lointaine? Nul ne le sait assurément, pas même le bon Dieu. Et là, on voit à quel point quelqu'un comme Yannis Constantinides est important pour comprendre Nietzsche. Parce que cet aphorisme pris au milieu des autres, etc., on ne peut pas véritablement en comprendre la dimension. Ce qu'il a dit avant, c'était très important. Donc, il y a quelque chose qui est... Voilà, ça, c'est le génie des profs de fac, ces profs-là de philo
qui sont des pointures inouïes, là. Le Gai Savoir, livre 1, paragraphe 9, c'est vous, Yanis Constantinides, qui nous avez indiqué ce paragraphe qui s'intitule, on l'a entendu, « Nos éruptions ». Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi ce texte vous semble si frappant, notamment à l'égard de cette thématique de l'héritage et de l'hérédité, on va revenir sur ces termes, mais aussi marquant peut-être en termes de style nietzschéen? Voilà, alors au risque de saboter un peu votre semaine, Le Gai Savoir n'est pas un ouvrage très maîtrisé, à mon sens en tout cas. Ah bon? C'est-à-dire? Il y a plusieurs passages faibles, je veux dire, il y a des passages qui sont... Ah, mais allez-y, racontez, ça c'est intéressant. Voilà, je pense qu'il y a des passages qu'on lit, qui sont, évidemment c'est du Nietzsche, donc on lit assez attentivement, mais qui sont... Et puis on se laisse un peu avoir, charmer. Voilà. Et puis je pense qu'il y a, tous les lecteurs du Gai Savoir le savent, il y a une vraie rupture entre les 4 premiers livres et le 5e, donc qui a été rajouté à l'époque de la maturité de Nietzsche, qui est effectivement d'un très très haut niveau intellectuel. Et je pense que certains passages du Gai Savoir, je ne dis pas qu'ils sont paresseux ou mal écrits, je n'irai pas jusque-là bien sûr, mais certains passages sont quand même... on les lit, on se dit d'accord, mais sans plus. Mais ce passage-là, alors à ma connaissance toujours, je ne l'ai jamais vu cité dans une thèse ou dans un article, etc. Mais à mon avis, il est capital parce que justement, en plus il est très beau, on l'a entendu à la lecture, parce qu'il développe déjà très clairement et uniquement, c'est l'avantage de l'aphorisme, cette notion d'héritage du passé. Et cette idée de longueur de l'héritage. Les grands-parents, les parents, l'héritage ne se transmet pas rapidement. C'est la critique que Nietzsche fait dans Aurore déjà, c'est de l'accélération de la vie avec le télégraphe. Barbara Stiegler a écrit là-dessus, le télégraphe ou le train à vapeur et l'américanisation du train de vie européen. Et pour Nietzsche, ça va beaucoup trop vite. Et ça... Bien sûr, et en plus, il y avait eu Marx déjà, donc le communisme, cette idée d'accélérer vraiment le temps vers l'égalité, vers accélérer les choses brutalement, quoi, et par la révolution. Et ça, il y a un rythme de l'humanité. Ça, c'est un truc que j'ai complètement perçu dès le début de la mécanique universelle. Si on bouscule ce rythme, on fait des dictatures, c'est clair. Si on impose l'égalité avant que la conscience humaine soit apte à supporter l'égalité, on ne peut pas, c'est pas possible. C'est pour ça que ça va être très très compliqué quand l'humanité va prendre conscience de son chemin, de sa finalité. Elle ne sera pas apte à l'apprécier, parce que si elle pense que l'humanité, comme je l'écris, comme je le pense d'ailleurs, que l'humanité, sa finalité, c'est d'atteindre l'extase, aujourd'hui, pour les gens comme nous, ordinaires, l'extase, c'est morbide, c'est quelqu'un qui est en contemplation, qui ne fout plus rien, qui est juste à jubiler de l'existence, à être dans un état d'amour absolu, à prendre du plaisir à respirer, à marcher, voilà. Donc, ça peut pas nous attirer. Nous, on aime que ça castagne un peu, on aime que la vie soit animée, quoi. Et donc, il faudra qu'ils tiennent compte de cette dimension-là. Si ça se découvre maintenant, si l'humanité comprend son chemin rapidement. Après, si elle prend conscience de ce chemin quand elle est déjà apte, parce que ça va être ça, de génération en génération, dans plusieurs décennies, plusieurs siècles, l'état d'esprit sera encore plus apaisé, plus calme, etc. Nos pathologies auront disparu encore. De plus, on aura soigné tout un tas de choses. Et donc, on sera plus apte encore à apprécier, à voir ce futur arriver et à ne pas en avoir peur. Ça empêche les choses de maturer, les choses d'arriver à... Voilà, c'est un thème constant chez Nietzsche, cette réticence à la digestion, à la maturation qu'ont les hommes modernes. Il y a un très beau texte dans Aurore qui s'appelle « Homo Pamphagus », l'homme qui mange de tout. Et voilà, aujourd'hui, on est des gens qui mangent de tout, mais qui ne digèrent rien, qui ne gardent rien. Voilà, ils évacuent aussitôt. Je pense que ça décrit très bien l'homo pamphagus, l'homo numericus de notre époque qui papillonne de tous les côtés, mais qui ne retient rien. Donc pour Nietzsche, c'est cette question de temps long.
de temps long. Et dans Zarathustra, il dira, les pensées les plus profondes sont celles qui viennent dans le silence de la nuit. Il faut de la maturation, toujours la maturation du sommeil déjà, mais aussi le fait que les valeurs pour être transmises ont besoin d'une continuité. Et chez Nietzsche, il y a toujours une critique du bariolage, du métissage, lorsqu'il se fait trop rapidement. Lorsqu'on cherche, c'est l'époque où le nazisme est en train de se préparer intellectuellement. Mais Nietzsche n'est pas du tout dans ce créneau-là, mais dit juste le métissage, qui sera après condamné pour d'autres raisons. Le métissage, s'il se fait trop rapidement, ne permet pas aux choses de s'installer, de mûrir, de se développer convenablement. Alors, je précise pour les auditeurs... En somme, mais c'est clair, c'est ce que sur la mécanique universelle, je dis, l'humanité a un rythme d'évolution qui lui est propre, qui correspond à l'humanité dans son ensemble, qui n'a rien à voir avec le rythme d'évolution d'un être humain. Nous, de décennie en décennie, on a évolué énormément. On passe de l'adolescence à l'âge adulte en 10 ans, et même pas. Et donc, on devient vraiment autre chose. On passe du bébé à l'enfant déjà complètement éveillé, ouvert, en 10 ans, voilà. Et en quelques années, l'humanité, c'est vraiment autre chose. Elle a un autre rythme parce que elle a besoin de cette diversité fondamentale, inouïe. Le fait qu'on soit, quand on regarde de quoi est constituée cette humanité, cette fraternité humaine, avec des Occidentaux, des Africains, des Aborigènes, des Inuits, enfin bref, voilà, cette qualité de diversité qui est extraordinaire et qui fait que on peut comprendre tout à fait notre monde grâce à cette diversité. Et c'était fondamental. Si on avait tous évolué de la même manière, on ne comprendrait rien à notre monde. On ne saurait pas du tout ce qui s'est passé. Donc ça, c'est très, très important. Et puis, c'est clair que la mixité, le fait de ce mélange qui est l'avenir de l'humanité, mais il faudra des siècles sans doute encore pour y aller doucement, etc. Bien sûr qu'on peut commencer à l'imposer, Alors, ce qui va accélérer les choses, c'est maintenant le travail sur la génétique. C'est clair que ça... pour l'instant, on le garde un peu comme ça, mais il y a de la recherche à bloc là-dessus. Mais c'est clair qu'à un certain moment, on travaillera avec ça aussi pour que l'humanité évolue. C'est évident. Voilà, il faudra que ça soit bien maîtrisé. Auditrice, que Aurore, c'est le texte précédent, Le Gai Savoir, voilà, 1880. Vous avez parlé, Yannis Constantinides, de cette idée du temps long. On l'entend bien dans ce texte. Il dit longtemps après, peut-être après des siècles. Il parle de ces éruptions que nous avons en nous, de ces jardins et plantations cachés. Mais qu'est-ce que c'est, ces jardins et ces plantations cachées? De quoi parle Nietzsche quand il dit que l'on a en nous des choses que l'on a accumulées des siècles précédents? Alors, c'est une très bonne question, mais d'abord le volcan. C'est-à-dire, nous sommes des volcans qui dorment, un petit peu comme l'Etna. Si vous allez en Sicile, quelquefois on a des voyages retardés parce qu'il est en éruption. Mais voilà, c'est-à-dire que c'est la question du potentiel, si je puis dire. Les jardins cachés, c'est cet héritage qui dort en nous, ces potentialités qui ne sont pas encore révélées, qui parfois ne se révéleront jamais. C'est tout un thème chez Nietzsche qui aboutira au devenir ce que l'on est. Mais ça, c'est individuellement que ça se révélera pas. Ça peut ne pas se révéler. Mais ce potentiel, on est tous potentiellement construits pour l'extase. Tous. Simplement, certains le vivent, d'autres le vivent pas durant cette existence. C'est comme ça. Par contre, l'humanité, elle le vivra dans sa totalité. C'est ça l'idée. Dès les constellations intempestives, de dire beaucoup de gens ne deviennent pas ce qu'ils sont. C'est-à-dire ils n'exploitent pas ce potentiel qu'ils peuvent avoir. Et c'est pas parce qu'on a un héritage qu'on va forcément l'exprimer. Donc voilà, nous avons en nous ces plantations. On reviendra sur la question de la plante qui est importante tout à l'heure. Nos jardins cachés. Mais voilà, nous sommes des volcans un petit peu éteints. Enfin, en tout cas, en attente, en latence. Et il se peut, mais ça ne peut pas s'expliquer sans cette force du passé, sans cette lave qui vient de loin, si j'ose dire. Nous sommes en attente d'éruption à un moment donné, sans même le savoir pourquoi.
Mais c'est comme si le passé arrivait à maturité chez un petit enfant plutôt que tel autre, parce que l'un a fructifié son héritage et l'autre non. Donc nous ne savons pas, Yannis Constantinides, de quoi sont faits ces jardins. Et on ne sait pas quand est-ce qu'ils apparaissent. Alors là se pose quand même un problème parce qu'on peut accepter l'idée d'héritage, l'idée que l'homme n'est pas seul et premier d'une lignée, mais comment on peut articuler ça avec quand même l'idée de la liberté ? C'est-à-dire, en fait, qu'est-ce que je peux initier par moi-même et qu'est-ce que je peux même faire, puisque j'ai l'impression, à lire Nietzsche, en fait, qu'il faut juste attendre. Alors, non, parce que... En tout cas, dans ce texte. Voilà, déjà, Nietzsche est un grand critique du libre arbitre. Là encore, c'est une constante dans son œuvre. Donc, Nietzsche ne croit pas à la liberté individuelle. Ne croit pas à la liberté d'agir sans influence. Ça n'existe pas. Mais en revanche, tous les héritiers n'arrivent pas au bout de l'héritage, comme j'expliquais. Là, peut-être qu'il faut penser, parce que Nietzsche est nourri de Bible, bien sûr, avec son père pasteur, son grand-père pasteur, justement, l'héritage biblique, qu'on voit dans le Zarathustra exprimé différemment, bien sûr, de manière critique. Mais Nietzsche pense sans doute ici à la parabole des talents, je dirais, dans la Bible. Alors expliquez-nous. La parabole des talents, c'est un père qui donne la même somme à ses enfants, ses 3 enfants. L'un la dilapide, l'autre l'enterre, l'autre la fructifie. Donc quand le père revient, il félicite bien sûr celui qui a fructifié l'héritage, évidemment en brocardant celui qui l'a dilapidé, parce que c'est pas à faire. Et on reviendra sur la dilapidation de l'héritage chez Nietzsche tout à l'heure. Mais il critique aussi celui qui n'a fait que le conserver tel quel. Vous voyez ? C'est-à-dire il n'a pas développé son héritage. Il s'est juste assis dessus. Et là, on doit faire le lien avec la deuxième considération intempestive, où Nietzsche dit la révérence envers le passé, une certaine révérence envers le passé, fait que on est passif, on admire le passé, on le muséifie, comme on dirait aujourd'hui, sans plus rien en faire de vivant. On n'essaie pas de prolonger ce passé, notamment des Grecs. Et je rappelle que Nietzsche, quand il avait sa période wagnérienne, il pensait que Wagner serait la renaissance de la Grèce en Allemagne. Voilà, cette idée qu'on irait plus loin que les Grecs en s'appuyant sur ce que les Grecs avaient fait. Toujours cette idée de travail préparatoire des générations précédentes que j'ai la responsabilité d'amener plus loin. Donc je dirais, il n'y a pas de liberté de faire ce qu'on veut de son héritage. Il y a le fait d'assumer cet héritage qui devienne actif en nous, ou le fait finalement d'être un héritier ingrat, Nietzsche appelle ça l'héritier ingrat, qui va finalement dilapider son héritage sans même se rendre compte qu'il tenait en lui quelque chose qui aurait pu le transformer. Mais ce qui est fou, c'est que Le Gai Savoir se présente comme un livre, et Nietzsche le dit dans sa préface, qui certes date de 1887, donc 5 ans après l'écriture de ce paragraphe 9, il dit que c'est le livre de la guérison, le livre de la renaissance. Et on a d'ailleurs l'impression, quand il s'attaque aux préjugés de la morale, quand il s'attaque à la manière dont les philosophes ont procédé jusque-là, qu'il veut faire tabula rasa, qu'il n'est pas du tout dans une forme d'hommage au passé. On va y revenir avec le prochain texte. Mais comment il peut expliquer cette